hyper petite, hyper stressée. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir un an, vraiment Salut, c'est Léa JPLF, bienvenue dans la saison 2 de Café sans filtre. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Juliette, qui a 24 ans, elle vit en Angleterre et elle travaille en tant qu'ingénieure en sécurité incendie chez EDF. Trop hâte de découvrir son parcours avec vous, c'est parti. Je suis un peu stressée, je suis un peu surexcitée. Et, moi aussi. On se détache du fait que personne ne nous regarde. On est que toutes les deux. Tu te sens bien ? Ça va, je me sens bien. Je suis trop contente d'être avec toi. Moi aussi. Tu es venue d'Angleterre. Exactement. Pour faire cet épisode de podcast ensemble et partager un peu ton parcours et tes envies et ce que tu fais chez EDF. Déjà, je voulais te demander pourquoi est-ce que tu as accepté de venir ici ? Je trouve ça très intéressant en fait de raconter ce qui m'arrive, ce que je fais, etc. et de pouvoir donner des idées et des envies à d'autres jeunes femmes, parce que c'est un peu le but de ce podcast. Et je sais pas, j'ai toujours aimé raconter parler de mes expériences, de ce qui m'arrivait, etc. Et je trouve qu'il faut véhiculer genre la possibilité de pouvoir réussir des choses qui paraissent impossibles au départ et toujours croire qu'on peut y arriver. Et c'est un peu le message que j'avais envie de véhiculer. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de pouvoir parler comme j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de donner cette passion, de transmettre cette passion à quelqu'un d'autre potentiellement. Trop bien. Avant que tu me parles de ton parcours et que tu me parles aussi de où est-ce que tu habites en ce moment, parce que c'est hyper intéressant et je pense que ça va faire, pas des envieux, mais ça va pouvoir inspirer justement des gens à choisir peut-être une carrière comme la tienne. Où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, je viens de Clermont-Ferrand. Donc, milieu de la diagonale du vide, il n'y a rien à faire, il y a des cailloux, il n'y a rien. C'est un peu les clichés que j'ai toujours eu toute ma vie. Mais non, c'est top, Clermont. Allez à Clermont, il y a des super volcans, c'est super beau. Attends, mais c'est où ? Parce que moi, je viens de Bruxelles. Vraiment, c'est où en France ? Au milieu de la France. Okay. Vraiment au milieu. La plus grosse ville, encore plus grosse, c'est Lyon, mais qui est un peu plus vers l'est. Mais voilà, donc c'est vraiment paumé au milieu de la France. Mais c'est vraiment top, hein. Je recommande. Hein. T'as fait tes études là-bas ? Non. Du coup, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et quand j'ai commencé mes études supérieures, donc j'ai fait 1 an de prépa, donc de classe préparatoire maths physique. Et après, je suis allée à l'INSA de Rouen pour faire mes études d'ingénieur. Ok. Voilà. Tu savais déjà ce que tu voulais faire genre depuis petite ou c'est un truc qui s'est... Enfin, pourquoi en fait t'as choisi un chemin scientifique ? Alors quand j'étais toute petite, je voulais être pharmacienne. Pourquoi ? Je pense que je voulais vendre des médicaments. Quand on est petit, on joue à des jeux, on vend des choses, et je voulais vendre des médicaments. Okay, donc je pense inconsciemment, je voulais déjà être dans le milieu scientifique. Donc après, j'ai voulu être pharmacienne, mais pas pharmacienne de vendre des médicaments, mais plutôt pharmacienne dans un laboratoire. On m'a dit non, il vaut mieux être médecin, donc je me suis dit je vais faire médecin. Et après, j'ai pas du tout eu envie en fait d'apprendre par cœur de médecin. Et donc je me suis dit j'ai fait un bac scientifique, et j'étais là. C'est médecin ou ingénieur, et on va faire ingénieur. Mais ingénieur, en fait, si j'allais il y a plusieurs types d'écoles d'ingénieurs. Donc, il y a ingénieur en 3 ans suite à une prépa. Et il y a des écoles d'ingénieurs où on fait les 5 ans d'un coup. Et il y a ce qu'on appelle une prépa intégrée les 2 premières années, mais on est déjà dans notre école. Et il y a déjà des spécialités de cette école pour les 3 dernières années. Et je savais pas trop quelle spécialité je voulais faire. Donc, je me suis dit... on va faire une prépa classique, comme ça me laisse encore 2 ans pour choisir un peu mon école d'ingénieur, ma spécialité, etc. Et en fait, j'ai pas du tout aimé la prépa. Okay. Enfin, c'était dur, j'aimais pas du tout rabâcher du par cœur et pas comprendre ce que je faisais. C'était trop de théorie. Et en fait, j'ai été prise à l'INSA de Rouen, du coup, en 2e année, donc en 2e année de prépa intégrée. Et voilà, et en fait, j'ai trouvé ma spécialité parce que j'ai fait ingénieur maîtrise des risques. Et en fait, j'adorais ça et je voulais travailler dans les risques. Et donc, l'INSA de Rouen était parfait pour moi à ce moment-là. Tout ce que je voulais faire là, était dans cette INSA, donc c'était nickel. C'est trop bien, parce que tu fais quoi ? C'est quoi le titre de ton job aujourd'hui ? Alors, mes études et mon job, c'est pas du tout le même titre. Ok. Donc, parce que c'est un peu le principe d'un ingénieur. Donc, ingénieur, j'ai fait ingénieur en maîtrise des risques industriels et environnementaux, on va dire ça. Et cette spécialité a un peu changé. Et après, c'est devenu ingénieur en génie des procédés et gestion des risques. Et là, je fais ingénieur en sécurité incendie. Donc, c'est pas du tout les mêmes titres, mais en fait, c'est le principe d'un ingénieur, c'est que quand on prend un boulot, on prend un peu le titre du boulot avec ingénieur devant. Et quand ça correspond un peu à tes études, c'est comme ça et c'est très bien.
Et du coup, dans la maîtrise des risques, j'avais vu plein de risques, donc le risque explosion, le risque incendie, plein de choses. Et j'avais eu des cours notamment de modélisation incendie. Et j'adorais ça. Et j'ai adoré, dès qu'il y avait du risque incendie, j'aimais trop ça. Dans mon cours de modélisation incendie... Non mais oui. C'est juste que ma phobie, c'est le feu. Chez moi, je vérifie 4 fois mes plaques, j'ai des milliers de photos de mon appartement parce que c'est vraiment genre ma phobie que mon appartement prenne feu. Et de me dire que, au contraire, toi, t'es là-dedans et tout ce qui m'effraie le plus, toi, t'arrives à le contrôler ou en tout cas à diminuer les risques, à gérer les risques. Enfin, c'est ça son travail, c'est ça, c'est le but, c'est ça. Je trouve ça très intéressant de pouvoir me renseigner sur des gros incendies qu'il y a eu avant et de voir quelles leçons on en a tirées et comment ça impacte aujourd'hui la construction d'un bâtiment. Et du coup, en cours de modélisation incendie, on faisait un tour de l'INSA des bâtiments pour voir les détecteurs de fumée, les choses comme ça. Et on regardait les extincteurs. Et du coup, il y a une vidéo de moi qui existe et je suis en train de regarder un extincteur pour voir s'il est bien vérifié, bien à jour, etc. Donc, j'étais prédestinée à finir en sécurité incendie et j'adore ça. Et c'est passionnant et il y a tellement de choses à apprendre que... Parce que du coup, tu parles justement des règles, des lois qui sont passées après des malheureuses catastrophes. Est-ce que toi, ton travail aujourd'hui, c'est de vérifier que ces règles, ces lois, tout ça soit aux normes ? Plus ou moins, oui, parce que du coup, comme je suis sur un chantier, c'est encore plus spécifique parce que il y a toute une partie normalement de design avant et de conception où quand on fait un bâtiment, quand il est fini, il faut que les murs soient de tels matériaux, il faut qu'il y ait des détecteurs là, il faut qu'il y ait une sortie de secours à cet endroit-là, etc. Mais sur un chantier, en fait, tout change tellement rapidement. En fait, il faut juste s'assurer que tout est bien préservé au maximum et qu'il n'y aura pas de feu possible. Donc, qu'il n'y a pas de combustible, qu'il y a bien un détecteur à cet endroit-là, qu'on a bien séparé le bâtiment, si possible, en 2 parties pour que s'il y a un feu à un endroit, il n'aille pas dans l'autre partie du bâtiment. Et du coup, c'est plutôt cette partie-là que je fais, c'est vérifier qu'on a mis en œuvre tout ce qu'on pouvait pour éviter qu'il y ait un feu dans ce bâtiment et qu'il y ait des dégâts. Parce que qui dit dégâts dit on ralentit le chantier, on prend du retard et ça coûte de l'argent. Donc, c'est vraiment éviter tout ça. Et donc, je vérifie que ça respecte bien les règles, mais les règles du chantier plutôt que les règles qui s'appliquent au bâtiment une fois qu'il sera terminé. Tu parles de chantier. Je pense que c'est le moment que tu nous éclaires un peu parce qu'on m'a dit aussi que tu es venue de très loin et je sais que tu es venue d'Angleterre. Explique-nous pourquoi tu es sur un chantier, où est-ce que tu vis. Je vais te poser des questions un peu pour du coup comprendre comment tu en es arrivée là, mais déjà, pourquoi tu dis que tu travailles sur un chantier ? Donc déjà, je suis en VIE. Okay. Donc je suis partie normalement pour 1 an en Angleterre. Je travaille sur le chantier d'Hinkley Point C, qui est une centrale nucléaire que EDF fait construire en Angleterre. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est un très très grand chantier. Donc il y aura 2 réacteurs. Donc c'est les 2 grands bâtiments qu'on voit avec un dôme. Voilà, et on est en train de le construire. Et du coup, en tant qu'ingénieur sécurité incendie, je suis sur ce chantier, donc en Angleterre, donc vers Bristol, plus précisément Bridgewater, qui est encore plus paumé que Bristol. Bristol, c'est la grande ville du coin, c'est pour ça qu'on parle souvent de Bristol. Mais voilà, et du coup, oui, je travaille sur ce chantier à aider à la construction, avec pour but après de revenir en France et d'utiliser cette expérience pour construire les EPR2 en France pour EDF. Ok, et à quoi est-ce qu'il sert ce chantier-là en Angleterre ? C'est pour la France ou pour l'Angleterre du coup ? C'est pour l'Angleterre, c'est pour les aider à produire leur énergie et fonctionner sans des énergies fossiles le plus possible. Et ok, comment t'en es arrivé à faire tes études en France et un jour, à 24 ans, te retrouver à travailler en Angleterre ? Est-ce que déjà c'était un truc qui te donnait envie de partir étudier à l'étranger ? Enfin, pas étudier, de partir travailler à l'étranger ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, je voulais travailler dans le nucléaire, ça c'était sûr. Qui dit nucléaire, je trouve en France, dit EDF, parce que c'est la grosse entreprise, c'est français. Donc voilà, donc je ne voyais pas pourquoi j'irais travailler à l'étranger si je voulais travailler pour EDF et travailler dans le nucléaire. Et en fait, finalement si, parce que je me retrouve en Angleterre, mais j'en étais arrivée à un stade où je finissais mon stage de fin d'études. J'avais plus d'attache en France particulière. Enfin, je veux dire, il y a mes parents, j'avais des amis quand même dans la même ville, mais j'étais à l'âge où je trouve où je pouvais justement faire ce que je voulais et mettre, par exemple, ma carrière en priorité à ce moment-là, ou mon job, ou ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je me suis dit, c'est bête de se fermer des portes et de se dire que tu peux faire ça que en France, alors que EDF a des super beaux projets à l'étranger et que c'est totalement faisable de partir à l'étranger et de revenir en France pour après travailler pour EDF. Du coup, je me suis dit, on y va, en fait, c'est l'occasion ou jamais. Et le VIE est un bon moyen de rentrer dans une entreprise, surtout EDF, où c'était clair dès le départ. On vous envoie, le but, si tout se passe bien, c'est qu'on vous récupère après, parce qu'on vous envoie vous former, prendre de l'expérience, et nous, on veut utiliser ça pour tous nos projets EPR2 en France. Donc,
je savais que c'était une porte d'entrée chez EDF en France. Et je me suis dit, c'était l'occasion jamais, vraiment, parce que j'avais à l'époque 23 ans. Et c'était le moment où jamais de partir à l'étranger et de pratiquer l'anglais, mine de rien. Oui. Parce que je maîtrisais déjà bien l'anglais de la vie de tous les jours, en parlant avec des amis, parce que j'avais fait j'avais fait un Erasmus en Allemagne. Donc okay. voilà, donc c'était très intéressant. Mais l'anglais professionnel, c'est totalement différent. Et ça a été un choc quand je suis arrivée en Angleterre. Je me pensais... J'ai pas envie de dire super forte parce que je trouve ça très... c'est pas du tout modeste, mais c'est pas grave. Mais je trouvais que je me débrouillais très bien en anglais. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a des accents en Angleterre. Si quelqu'un vient du nord de l'Angleterre, c'est pas le même accent que du sud de l'Angleterre. Les Écossais ont un très fort accent aussi. Et puis en fait, il y a tout le vocabulaire, parce que du coup, comme je l'ai dit, dans mes études, j'ai pas fait ingénieur sécurité incendie à proprement dit. Et du coup, j'avais pas vu plein de vocabulaire en sécurité incendie et j'ai tout appris sur place. Et du coup, d'ailleurs, c'est du vocabulaire que je ne connais pas en français et que je découvre au fur et à mesure en français et que je ne connais qu'en anglais. Donc c'est spécifique. Tu dis que tu voulais absolument travailler dans le nucléaire. D'où est-ce que cette passion, elle est venue? Parce que du coup, avant de partir en VIE, tu travaillais pas avec EDF. Non. C'est ta première expérience de travail. Pourquoi le nucléaire? Je trouve ça tellement passionnant, le nucléaire. Je trouve que déjà, c'est une énergie d'avenir. Et pour moi, il y a comme un mystère autour du nucléaire, de comment ça fonctionne. Ça pourrait être dangereux, mais il y a l'uranium et on le contrôle très bien, on maîtrise la réaction, etc. Et je trouve qu'il y a une part de mystère qui fait que ça me passionnait et j'adorais regarder des vidéos sur le sujet et lire des articles dessus et me renseigner. Et j'avais envie de faire partie de ce mystère et j'avais envie de découvrir l'intérieur d'une centrale et de voir comment ça fonctionnait vraiment. Et puis de pouvoir laisser comme une trace, parce qu'une centrale, ça reste longtemps. Et laisser une trace dans le paysage et aider la France dans sa gouvernance énergétique. Parce que mine de rien, c'est très important, surtout en période de tension. Donc voilà, je trouve ça vraiment passionnant et je suis pas sûre qu'il y ait de vraies explications. Parce qu'il y a personne dans ma famille qui travaille dans le nucléaire. J'avais pas d'exemple. C'est moi qui me suis développé une passion toute seule pour ça. Est-ce que ça a étonné tes amis, ta famille? Pas la partie nucléaire, parce que j'en parle depuis très longtemps, donc mes parents savaient très bien que je voulais finir chez EDF, mes amis aussi, et elles étaient là, vas-y, on te pousse, on est trop contente que ce soit chez EDF, mais ça a surpris un peu tout le monde que je veuille partir à l'étranger, parce que j'avais jamais exprimé cette envie. Comme j'ai dit, j'avais envie de travailler en France, et du coup, ça a surpris mon père en particulier, qui, je me souviens, m'a dit... mais tu vas pas faire un VIE, mais t'es pas assez aventurière, mais qu'est-ce que tu veux partir à l'étranger? Parce que pour lui, VIE, c'était partir hyper loin, genre partir au Mexique ou j'en sais rien. Et j'étais là, mais non, mais je vais en Angleterre, vraiment pays presque frontalier, il y a juste une mer qui nous sépare. Je vais pas dans un pays hyper loin et c'est juste un pays anglophone, tout va bien. Mais je sais que mon père n'en revenait pas, il me croyait pas assez aventurière et en fait, il y a pas à être aventurier, il y a juste être curieux et motivé et avoir envie d'aller voir autre part, en fait, et ça se fait super bien. Et mes amies étaient juste trop contentes pour moi. Elles étaient là, vas-y, ça va te faire du bien, changer d'air, c'est top, vraiment. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux comme expérience de vie, de voyager, mais aussi de s'installer dans une autre ville, ne serait-ce que pour 6 mois, dans un autre pays encore mieux. T'as l'impression que ça t'a appris beaucoup de choses sur... ça fait combien de temps? Ça fait 8 mois. 8 mois. En 8 mois, t'as l'impression d'avoir appris pas mal de choses sur toi, sur la vie, sur... Je pense que il y a 2 choses, parce que j'avais déjà vécu toute seule avant pour mes études, j'étais déjà partie en Erasmus, mais il y a toujours ça confirme que je sais me débrouiller toute seule dans un autre pays et que je suis capable de me faire mes propres expériences et de découvrir le monde d'une autre manière. Et ça m'a tellement appris sur moi que je vais rester 2 ans de plus en Angleterre à la fin. Donc moi qui étais partie pour 1 an en me disant c'est 1 an, c'est top. Comme ça, si je me plais pas en Angleterre, si ça me va pas, je sais que je reviens au bout d'1 an. Et 1 an dans une vie, c'est rien du tout. Et en fait, au final, je vais me retrouver à y rester 3 ans. Donc, pourquoi tu as cette envie-là de rester? Mais parce que je trouve ça trop bien. En fait, je trouve qu'en 1 an, on voit pas assez la centrale évoluer. Enfin, un chantier, ça évolue tous les jours. On est bien d'accord, mais c'est tellement énorme qu'on voit pas tant de changements que ça en 1 an. Et du coup, rester vraiment 3 ans, j'ai l'impression de pouvoir suivre vraiment l'évolution de cette centrale et de pouvoir vraiment avoir un vrai souvenir de ce que j'ai fait là-bas et me dire, ah oui, au début, ça ressemblait à ça. Maintenant, le bâtiment, il est presque terminé. Je suis arrivée, il y avait un bâtiment où il n'y avait pas de mur. Et là, maintenant, le bâtiment est en train d'avoir ses murs et d'être fermé. Et du coup, je trouve ça tellement intéressant. Et puis, je trouve, 1 an, on n'apprend pas assez. Enfin, j'apprends des choses tous les jours. Et je me suis dit, en 1 an,
soit j'aurais tout découvert, mais du coup, j'aurais pas eu le temps de vraiment appliquer, soit il me restera encore des choses à apprendre. Du coup, je veux rester plus longtemps, je veux revenir et je veux avoir tout appris, tout ce que je pouvais en Angleterre et c'est trop bien. Puis je m'épanouis, donc... C'est quoi une journée type, justement, en Angleterre pour toi, dans ton travail, du lever jusqu'au coucher? Je vais pas vendre du rêve, là, je crois, pour le lever et le coucher, mais on va y aller. Donc déjà, il faut savoir que pour éviter qu'il y ait trop de voitures qui aillent à la centrale et qu'il y ait... Parce que c'est des erreurs qui avaient été faites avant, il y a des parkings, t'as eu 30 minutes de marche entre ta voiture et l'entrée de la centrale à pied. Donc pour éviter ça, il y a plein de bus. Donc déjà, ça, c'est top. Pas besoin d'avoir une voiture. On prend le bus pour aller au boulot. Mais qui dit bus, dit long trajet en bus. Parce que les centrales sont souvent un peu loin des villes. Donc il faut savoir que moi, je me lève à 6h. À 6h50, je suis dans un bus qui m'emmène à la centrale. Et du coup, j'en ai pour un peu moins d'une heure le matin. Mais on va dire qu'à 7h45, je suis devant mon ordinateur. Donc tout le monde commence super tôt sur une centrale. Ouais, je pensais, j'avais l'habitude d'arriver tôt au boulot parce que j'aime bien me lever tôt, mais là c'est vraiment tôt et en arrivant 7h45, je ne suis pas dans les premières, hein, vraiment. Donc voilà. Donc il y a petit temps café. T'aimes bien le café? Ah, j'adore le café. Ah, je suis venue obsédée par le café, mais c'est terrible. Hein, mais c'est à cause du boulot, ça vraiment le boulot fait que je suis obsédée par le café. Donc petit café, petit temps mail, voilà, on regarde les actualités, etc. Et puis après, en fait, majoritairement, mon boulot, c'est d'aller sur le terrain pour aller justement faire un tour des bâtiments et vérifier qu'il n'y a pas de problème, que tout est bien fait, qu'il n'y a bien pas de combustible, que les extincteurs sont bien là, qu'il y a bien j'ai que les mots en anglais, c'est terrible, les déclencheurs manuels pour signaler qu'il y a le feu, etc. Donc voilà, donc on fait un tour, on note, on prend des photos, etc. Puis après, je rentre et je fais un rapport. Donc, je mets ce que j'ai vu, ce qui n'allait pas, ce qui allait, etc. T'es toute seule quand tu fais ça? Alors, j'en ai fait des toute seule, mais souvent, comme je suis encore en train d'apprendre et encore jeune, je vais avec un de mes collègues et on fait le tour ensemble. Mais j'ai fait des inspections toute seule pour mon plus grand plaisir, parce que c'est très intéressant. Et en fait, c'est toujours un peu le problème, c'est que je suis jeune. Et du coup, dès que je fais avec un collègue, c'est mon collègue qui prend les devants et qui mène un peu les inspections. Et du coup, j'aime bien montrer que j'en suis capable aussi. Et que du coup, si j'y vais toute seule, non, je peux faire, je peux gérer, je sais faire. Donc, c'est très intéressant. Voilà, donc les petits rapports, on mange. Je refais ça plusieurs fois. Donc, je fais beaucoup de pas dans la journée. Donc, c'est ça a l'air immense en plus. C'est immense. C'est immense. Et puis, les bâtiments sont très hauts. Donc, il y a des fois, il faut aller au 6e... 16 mètres, c'est le level 16 mètres. Donc voilà, on fait beaucoup d'escaliers, beaucoup de marches. Et c'est pas toujours, on n'a pas toujours envie, parce que quand il pleut beaucoup, on n'a pas vraiment envie d'aller sur site. Donc voilà, mais il faut. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis voilà, puis ma journée se finit. Je prends le bus à 16h25. Et je rentre chez moi, il doit être 17h45. Donc, juste le temps de me poser un peu. Je pars faire du sport. Tu fais quoi comme sport? Je fais du pilates. Je suis trop cliché, bien. mais en vrai, c'est très bien parce que être enfermé dans sa chambre parce qu'on est fatigué, ça sert à rien. Donc, j'ai essayé de me remettre bien au sport. Donc, pilates. Et puis, j'ai un groupe d'amis avec qui je fais le pilates. Qui sont des Françaises ou des Anglaises? Qui sont des Françaises. Ouais, non, en fait, quand je suis arrivée, EDF nous a fait arriver en promo. Donc, on était 20. Arrivé à peu près en même temps, étalé sur 3 mois. Et je suis arrivée le mois où le plus de personnes sont arrivées, donc j'ai rencontré plein de gens à ce moment-là. Et je me suis fait plein d'amis qui habitent dans ma ville. Et puis en fait, on arrive tous, on connaît personne. Ah oui. On a tous cet objectif de rencontrer des gens et de se faire des amis pour la durée du VIE, parce que sinon c'est très solitaire. Et du coup, je me suis fait mon groupe d'amis et c'est top. Et on fait des activités ensemble et on se tient compagnie. On mange ensemble le midi aussi parce que les Anglais mangent devant leur ordinateur. C'est quelque chose qu'on découvre quand on arrive. Et en tant que bon Français où il faut prendre la pause d'1 heure le midi loin de son écran, du coup, on mange ensemble et c'est assez sympa. On fait des activités en dehors. Les week-ends, on sort ensemble. Je t'ai demandé de me ramener un petit objet. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que tu as ramené, Non, mais un objet qui est en lien avec ton travail. Est-ce que tu veux bien nous le présenter, nous en parler? Alors, j'ai ramené plusieurs trucs, mais on peut commencer par lui. Donc, je sais pas si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une modélisation de la centrale? Alors, presque, parce que c'est pas la centrale entière, c'est juste le réacteur nucléaire au milieu. Wow. Donc, c'est l'îlot nucléaire. C'est comme ça qu'on appelle. Okay. Donc, tu vois, le dôme, c'est le réacteur nucléaire, c'est ça. Okay. Et puis, les bâtiments autour.
qui servent ce qu'on appelle... Alors, normalement, il y en a 4, c'est des trains de sauvegarde. Donc, c'est pour prendre le relais s'il y a un problème. Donc, il y a des pompes, des éléments comme ça. Et c'est pour faire fonctionner la centrale et être sûr que s'il y a le moindre problème, il y a bien un autre circuit pour prendre le relais et pour continuer à refroidir l'uranium. Donc, c'est important. Et du coup, en fait, ça, je l'ai eu à Noël, juste avant Noël. Donc, en fait, il faut savoir qu'à Noël, le chantier ferme un peu. Ok. Donc, souvent, ça ferme au moins pendant 3 mois. Enfin, 3 mois, non, 3 semaines. Qu'est-ce que je raconte ? 3 semaines. Et 3 mois. ouais, 3 mois, c'est beaucoup. Non, 3 semaines. Et en fait, du coup, en tant que dans la sécurité incendie, on fait le tour de tous les bâtiments et on dit c'est bon, on peut fermer ce bâtiment-là, il va pas y avoir le feu, en gros, pendant qu'on n'est pas là. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait avec un collègue. On a fait le tour de bâtiment et il y en avait tellement à faire qu'à un moment donné, je suis allée faire mon propre bâtiment toute seule. Et il était censé me rejoindre pour signer parce qu'en fait, tu signes et tu mets quand même ton nom et une certaine responsabilité derrière s'il y a un problème pendant que t'es pas là. Et il revenait pas parce il continuait son inspection de son côté. Et il m'a dit, mais moi, je te fais confiance. Si tu penses que c'est bon, vas-y, signe, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Et j'ai fait, ok, bah, je signe, j'y vais. Et donc, c'est la première fois que j'avais une vraie responsabilité et qu'on me faisait à ce point-là confiance. Du coup, j'étais trop contente. Et on en a fait une où, justement, on nous a donné ça. Donc, c'est une des entreprises du chantier qui fait ces petites figurines en béton qui représentent, du coup, l'îlot nucléaire. Et je trouve ça très joli et très intéressant et tout le monde n'a pas ça. Mais c'est un trop beau souvenir aussi. C'est un super souvenir. Et moi, j'adore collectionner les souvenirs, ce qui peut amener au deuxième objet. Montre-moi. Donc, c'est des pins. J'adore les pins. Et en fait, EDF fait des pins à chaque étape majeure de la centrale. Ah, c'est excellent. C'est intéressant. On les met sur nos badges. Ah, c'est trop chouette. Donc voilà, donc en fait, j'essaie de récupérer. Donc là, il y a beaucoup d'événements où je n'étais pas là. Mais du coup, j'essaye d'en prendre parce que je trouve que c'est des super souvenirs aussi. Et c'est super intéressant. Donc le préféré, celui qui n'est pas dans les objets, c'est le dôme quand il a été soulevé et posé. Parce qu'il faut savoir que le dôme entier, c'est un truc énorme. Et c'est pris en une fois et c'est posé au-dessus. Wow. Avec la grue qui est sur site. On a une énorme grue qui peut porter ce genre d'objet. Attends, et vous êtes combien sur chantier ? À un pic, on a été 18 000, mais environ on est 15 000. Non, mais c'est une vraie fourmilière, c'est impressionnant. Non, mais t'arrives sur site et en fait, c'est vraiment le premier truc intimidant. C'est que toi, t'arrives, t'es jamais allé sur un site comme ça et en fait, il y a 15 000 personnes. Et en fait, c'est une vraie fourmilière et au début, tu comprends pas où poser les yeux parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Il y a je sais pas combien de grues sur le site et en fait, tout est en mouvement en permanence. Et... Tu t'es sentie comment justement la première fois que t'es arrivée sur chantier ? Hyper petite. Hyper stressée. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour tenir un an, vraiment parce que En fait, j'étais vraiment fatiguée le premier jour, parce que l'anglais, quand t'as pas l'habitude, ça m'a crevé. Le premier jour, je me suis dit, en fait, je peux pas tenir, si c'est comme ça toute la semaine, je ne pourrais pas tenir un an. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue. Et en vrai, c'est trop bien. Mais ouais, au début, c'est vraiment juste hyper intimidant, hyper impressionnant. Et comment tu te sens ? Parce qu'on sait que c'est un secret pour personne. Il n'y a pas énormément de femmes dans l'industrie. Je ne sais pas comment c'est en Angleterre, mais comment est-ce que tu te sens justement d'être potentiellement en minorité de femmes ou d'être moins entourée de femmes dans ton quotidien ? Déjà pendant tes études, est-ce que c'était un sujet ou pas ? Ça a été un sujet surtout en prépa, parce que à l'INSA, il y a quand même un gros pourcentage de femmes. Mais c'est vrai qu'en prépa, je sais pas, on était 48, on était 6 femmes sur les 48. Donc c'est très intimidant. Mais en fait, j'ai jamais eu ce problème-là. Enfin, en fait, je le vois plutôt comme une force. Parce que je trouve, justement, t'es la seule femme de ton équipe ou de ton groupe. Là, t'es la seule femme de ton équipe ? Au début, quand je suis arrivée, dans ceux qui allaient sur le terrain, j'étais la seule. Okay. Maintenant, on est 2 femmes. Mais du coup, dans ceux qui allaient sur le terrain, ouais, j'étais la seule. Et donc, en fait, je le voyais comme une force. Donc, il y a forcément des côtés négatifs. Mais en fait, il y a beaucoup d'hommes qui savent pas parler aux femmes, qui savent pas s'adresser. Du coup, quand on va sur le chantier, quand j'ai des choses à raconter ou des choses à dire ou des critiques ou des remarques à faire, ça se voit facilement, les hommes qui ne savent pas comment réagir et comment répondre à une femme, parce que si c'était un homme, ils en auraient rien à faire. Et en fait, là, c'est une façon de s'imposer. Et en fait, j'adore ça parce que je le vois vraiment comme une force. Donc, il y a les côtés négatifs, comme je disais, mais il y a surtout les côtés positifs de « je suis une femme, je sais en imposer » et c'est vraiment une force de caractère à avoir aussi. Mais effectivement, sur un chantier, c'est très dur. Enfin, on va pas se mentir, un chantier, juste chantier tout court, c'est masculin. Ingénieur, c'est masculin.
J'aimerais bien qu'on joue à un petit jeu. C'est un peu une de mes parties préférées. Tu vas pouvoir piocher une petite carte. Il va avoir... En fait, il y a différentes questions sur les cartes. Tu pioches la question, la carte, tu lis la question et tu y réponds. Et je réponds. Ah. Donc, c'est ton super pouvoir non officiel chez EDF, celui qui n'est pas dans ta fiche de poste. Ah, j'adore cette question, elle est trop bien. Donc, on va dire que c'est être française, ce qui est un vrai super pouvoir là en Angleterre spécifiquement. Parce que, comme je le disais, parler avec les expats, etc. Et puis surtout, être la seule française dans mon équipe. Parce que dès qu'un Français a un problème en sécurité incendie, c'est « Coucou Juliette, est-ce que tu peux m'aider ?» Et du coup, ça me permet de créer du lien avec beaucoup de gens avec qui j'aurais pas pu créer de lien. Et un autre super pouvoir, bon, je veux pas me jeter des fleurs, rien, mais je me trouve super sociale, donc super sociable, donc c'est top. Et je pense que j'essaye de montrer aux gens que je suis abordable et qu'on peut venir me parler, ce qui aide aussi du coup à avoir beaucoup de contacts avec d'autres personnes. Et je parle même avec des personnes qui sont en France pour faire des retours d'expérience sur ce que moi je fais en Angleterre et comment ils le vivent en France. Donc ça crée du lien et je me crée déjà des relations pour mon retour en France. Excellent. Donc en vrai, ouais, c'est vraiment top et j'adore ça. Une autre question. Allez, une autre question. Alors ça va être intéressant. L'obstacle que tu as su franchir et dont tu es particulièrement fière. Alors, ça va être très intéressant parce que il faut savoir que l'anglais, pour moi, c'est un obstacle. Plus maintenant, plus depuis certaines années. Mais donc, j'ai commencé, j'ai fait LV1 allemand et j'ai fait LV2 anglais. Donc, j'ai commencé l'anglais en 4e. Et j'étais très nulle. J'ai été très, très, très nulle. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'en 4e, en 3e, j'apprenais les couleurs et les parties du corps. Je suis arrivée au lycée mélangée avec des gens qui faisaient de l'anglais depuis 6e. Je n'osais pas parler. Donc, j'ai resté dans mon coin. J'étais très nulle. Mes profs, ils me regardaient en mode « Non, mais il faut que tu parles, il faut que tu fasses quelque chose, c'est terrible. » J'ai été très nulle en anglais. Et en fait, en prépa, le fait d'avoir des cols, donc c'est des examens, où je devais parler anglais pendant toute la colle, toute seule. Et en fait, il a fallu que je me force. Et je me suis forcée. Et regarder des séries et lire les paroles quand j'écoutais des musiques en anglais. Et en fait, je me suis améliorée en anglais, mais je l'ai bossé. Et en fait, si là, maintenant, on me met dans une pièce avec la moi de 17 ans ou 18 ans et qu'on lui dit « Mais tu vas travailler en Angleterre à un moment donné », je pense qu'elle devient dingue parce que c'était inimaginable. Mais j'étais vraiment une quiche en anglais, mais vraiment. Et en fait, ça se travaille et c'est un peu l'obstacle que j'ai franchi pour en arriver là. Et je suis vraiment trop contente de ça parce que c'est vraiment hyper important de savoir parler anglais maintenant, d'autant plus en étant ingénieur. Donc voilà. Ah, c'est trop bien, j'ai envie de clipper cette partie et de l'envoyer à tout le monde parce que je trouve qu'en plus, en France, on a peur, justement à cause de notre accent, de parler anglais et on a peur de se tromper et on a peur de se faire un peu moquer, etc. Moi, je sors avec un Américain, donc je parle anglais. Mais quand on s'est rencontrés, je n'osais pas parler anglais devant d'autres personnes, je n'osais même pas l'appeler. Je sais pas comment expliquer, mais il y avait vraiment un truc de genre... Un peu de vie perso. J'ai fait mon premier date avec un ami à moi et du coup mon futur mec. Et mon ami a passé tout le date à parler avec mon futur mec parce que moi je n'osais pas parler devant mon ami. Donc je trouve qu'il y a vraiment un truc de genre il faut démystifier ce truc-là avec l'accent et de pas oser parce que regarde-toi aujourd'hui tu vis en Angleterre. Ouais. C'est fou. Tu trouves que t'as un accent français quand tu parles anglais ? Non, ça va parce que je viens de Bruxelles et donc je pense que j'ai pas l'accent français. Oui, d'accord. Mais mes parents qui sont français, je sais que, en tout cas, ma maman, c'était vraiment un complexe qu'elle pouvait avoir parce que les gens, ils aiment bien se moquer, tu vois. Mais c'est français, pas de façon méchante, mais du coup, ça t'empêche un peu quand même ça te met quelques barrières, quoi. Et il faut savoir que moi, on m'a fait que des compliments sur mon accent français, hein. En cours, on m'a toujours dit l'accent français c'est nul, c'est moche, il y a pas de mélodie, l'anglais il faut que ce soit mélodieux, etc. Enlevez-vous cet accent. Je suis arrivée en Angleterre, je parlais avec mon accent français, on m'a dit c'est top que tu parles avec un accent français, c'est trop beau, c'est super joli, tu dis des mots, ils sonnent vraiment mieux dans ta bouche que dans la mienne. Et j'étais là, ah d'accord, bon. T'as raison que c'est ce que mon copain me répète aussi, il me dit mais tu sais que ton accent en anglais te donne un côté intéressant et du coup c'est cool, genre les gens ils sont contents, il me dit genre ne perds pas ce petit accent, genre ne deviens pas trop, deviens bilingue mais ne te change pas ou n'essaye pas de te changer, c'est ce qui fait aussi ta personnalité, ta particularité et que les gens
honnêtement, au niveau social, c'est parfait. Genre, ça ouvre des portes de discussion de fou. C'est ça. Et puis, c'est trop drôle parce que du coup, tout le monde sait que je parle français, parce que ça s'entend à mon accent. Donc, dès que je rencontre quelqu'un, maintenant, quand je le croise dans les couloirs, c'est toujours... Ils essayent toujours de glisser des mots en français. Donc, c'est toujours « Bonjour, comment ça va ?» Et tu réponds « Oui, ça va bien, et toi ?» Et là, ils te regardent, ils font « J'ai pas la suite, je ne sais pas. » Donc, nos conversations s'arrêtent vraiment à « Bonjour, comment ça va et toi ?» Voilà. Je te jure. Excellent. Mais du coup, c'est bien. En vrai, comme tu dis, ça ouvre vraiment des conversations. Et c'est un bon moyen. C'est un top super pouvoir, ça. Ouais, je suis d'accord. Oui, je voulais te parler de quelque chose. Ça fait peur. On dirait vraiment que je t'ai pris en guet-apens. Il faut qu'on parle. Chez EDF, il y a un terme pour décrire les collaborateurs et les collaboratrices, qui est les bâtisseurs et les bâtisseuses. Ouais. Et je voudrais savoir qu'est-ce que ça signifie pour toi. Comment tu te retrouves là-dedans Génération bâtisseur, je trouve que c'est le terme qu'ils emploient. Et je trouve ça très parlant, parce que c'est vraiment ce qu'on fait. En fait, on bâtit des bâtiments. C'est très répétitif, mais on bâtit des structures, des centrales, et on va laisser une trace dans le paysage. Et je trouve ça hyper impactant de pouvoir se dire j'ai participé à ça, j'ai aidé à ça, j'ai laissé cette trace, c'est moi. Et en fait, oui, on est en train de... EPR2, c'est une nouvelle génération de réacteurs. Et du coup, on est vraiment en train de les bâtir, on est en train de marquer le territoire français. Et du coup, je me retrouve là-dedans parce que j'aide à cette construction, pas directement parce que je suis pas celle qui coule le béton, mais du coup, savoir que j'en fais quand même partie et que je suis là pour aider, je suis là en soutien. Et voilà, c'est un projet qui va rayonner, j'espère. Donc, je trouve ça très, très intéressant et j'aime beaucoup ce terme. Et c'est fou de se dire aussi que vous avez un impact direct, entre guillemets, et honnêtement direct, dans la vie des gens, dans leur quotidien, tu vois, qu'on oublie trop facilement quand nous, on est chez soi. Ouais, les gens, ils pensent pas. Enfin, même moi, la première, quand j'allume mon robinet d'eau chaude, je suis pas en train de me dire « Ah, merci EDF !» Enfin, vraiment, soyons honnêtes, je n'y pense pas non plus dans la vie de tous les jours. Mais en fait, quand on regarde à l'échelle globale, je trouve que ça se voit beaucoup dans des catastrophes. C'est horrible ce que je vais dire, mais enfin, les catastrophes dans le sens où, en ce moment, j'écoute... Il y avait un petit podcast EDF sur les 80 ans d'EDF et il parlait notamment des tempêtes en 1900, je crois que c'était en 1999 ou quelque chose comme ça, où il y a eu une tempête et ça a coupé le courant. Et c'est là où, en fait, on se dit, il y a beaucoup de gens de chez EDF qui sont revenus alors qu'ils étaient en vacances pour remettre le courant, parce que c'était juste avant, c'était à la période de Noël, je crois. Et du coup, ils sont revenus, ils ont remis le courant, etc. Et en fait, c'est que dans ces moments-là où on se rend compte qu'en fait, c'est hyper important. Et s'il y a personne derrière chez EDF, qu'il n'y a pas EDF, qu'il n'y a pas des lignes sous terre, qu'il n'y a pas tout, en fait, il y a vraiment tout un truc bien pensé pour faire en sorte qu'on ait cette électricité et en permanence et qu'il n'y ait pas de problème. Enfin, il y a des pays où il y a des horaires où il y a plus d'électricité parce qu'ils en ont pas assez et qu'ils sont obligés de couper le courant. Et on a cette chance en France d'avoir cette énergie et d'être souverain sur notre énergie. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est tellement bien de savoir qu'on peut aider là-dedans. Pareil, j'ai envie de clipper ça. Ah là là. C'est bientôt la fin de cet épisode. J'ai adoré parler avec toi, c'est passé trop vite. Ça passe super vite, c'est terrible. Avant de terminer, je voudrais savoir qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes filles qui hésitent à s'orienter vers des carrières plus scientifiques ou plus techniques, même si tu vois, tu te revois... Non, ça compte pas parce que toi, t'étais quand même assez décidée. D'autres jeunes filles jeunes femmes qui pourraient hésiter. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire. Le monde scientifique, c'est immense. Enfin, il n'y a pas que le nucléaire. Il y a vraiment plein de choses. Et je trouve ça tellement intéressant. Et en fait, il faut vraiment pas hésiter parce que de nos jours, on peut faire tout ce qu'on veut et on peut surtout se réorienter en permanence. Et moi, ce que j'adore avec EDF aussi, c'est que c'est un gros groupe. Et en fait, même si on commence dans un endroit, dans un groupe, il y a tellement de possibilités dans ce groupe même qu'en fait, on peut changer quand on veut un peu de métier et de domaine. Et en fait, je dirais, il faut vraiment pas hésiter. Enfin, vraiment, il y a des âges qui sont faits pour ça. Enfin, quand on finit les études, c'est le moment où on se découvre et c'est le moment où il faut tenter. C'est le moment où on peut tester plein de choses et on peut changer hyper rapidement si ça nous plaît pas. Donc vraiment, je dirais ne pas hésiter si on pense que c'est... Je sais pas, si une jeune femme se dit « Je pense que je suis intéressée par ça, mais j'en suis pas sûre. » Mais vas-y, fonce, tente. Et en fait, si c'est pas ça, c'est pas grave. Parce que dans un an, t'auras 25 ans peut-être. T'es encore super jeune, tu peux te réorienter, tu peux changer d'endroit. Et puis... T'ajoutes du bagage aussi et des connaissances et tu peux encore faire plus de choses et ton profil devient encore plus unique. Et donc, c'est trop génial. Parce que je trouve que le diplôme, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait avec et les opportunités qu'on saisit
on sort tous d'une même école, on a tous le même diplôme à la fin, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça le plus important. Et surtout, chaque expérience peut être justifiée. Moi, je trouve que sur un CV, les CV, en fait, sont tous différents. Et je trouve que c'est la manière dont on justifie nos expériences et ce que ça nous a appris, les enseignements qu'on en a tirés. Et je trouve que c'est le plus important. Parce que tout est justifiable si on l'explique correctement et qu'on apprend quelque chose de ces expériences. Donc, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, en vrai. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Juliette de l'adulte que tu es devenue? Que ça va aller. Franchement, ça va aller et tout arrive pour une bonne chose. Et je trouve que vraiment chaque chose arrive au bon moment et c'est top. Il faut croire, faut y croire. Et ça va bien se passer. Merci beaucoup Juliette pour ton partage, ta générosité dans nos échanges. Et j'aurais pu continuer de parler avec toi pendant moi aussi. des heures. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler encore de plein de choses ou rentrer encore plus dans les détails. Ouais. Mais merci pour ton temps. Merci. Je vous invite à écouter les autres épisodes de Café sans filtre sur toutes les plateformes d'écoute et la nouvelle saison sur la chaîne YouTube. Et voilà quoi. À la prochaine. Bye. Merci Juliette. Merci.